Je montrais à tout le monde les premiers buts et les premières vidéos de Ronaldo en disant mais ce mec-là il est trop fort, c'est le futur. Tous les championnats où il y a un japonais, bah, ils achètent les droits du championnat. Ma mère m'avait inscrit dans un club, bah, c'est un garçon, il va sûrement aimer le foot. J'en avais rien à faire quand j'étais petit, je faisais des dessins sur le sable pendant les matchs. Ce foot a longtemps été ma référence en termes d'écriture, en termes d'originalité, en termes de ton. C'est peut-être bien aussi de la part des grands médias d'en profiter pour peut-être se remettre en question, peut-être de se dire mais s'il y a autant de gens qui remettent en question les journalistes, c'est peut-être que ce qu'on propose dans les médias classiques ne convient pas ou ne convient plus. Faire la même chose avec juste un enfant ou deux en plus. Salut tout le monde, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un invité de marque, un youtubeur football que vous connaissez peut-être, Alex de Castro. L'entretien a duré 40 minutes, on a donc eu le temps d'aborder pas mal de sujets, comme la rivalité entre Messi et Ronaldo, le rapport qu'entretient le pays où il réside actuellement, le Japon, mais aussi la jeunesse de cette passion qu'il entretient depuis longtemps pour ce sport. À la fin, on a même fait une petite tier list avec des joueurs comme Griezmann et Zidane, où il a dû les classer dans un ordre. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important. Et pour revenir sur Alex de Castro, je pense que son nom parle à beaucoup d'entre vous. Et pour les autres, eh bien, je le laisse se présenter. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Allez, bonne vidéo. J'ai 37 ans, je vis au Japon depuis quelques temps dorénavant. Je suis journaliste sportif spécialisé dans le football et je crée principalement du contenu sur YouTube mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Je vais démarrer avec une question un peu large, assez simple. D'où te vient en fait cette passion pour le football? Ah, vaste sujet. J'ai aimé assez tard le football. Ma première expérience avec le football étant gamin avait été assez catastrophique. Ma mère m'avait inscrit dans un club, bah, c'est un garçon, il va sûrement aimer le foot. J'en avais rien à faire quand j'étais petit. Je faisais des dessins sur le sable pendant les matchs, c'était n'importe quoi. Mais beaucoup plus tard, j'ai eu un premier contact avec France 98, comme beaucoup à mon époque, mais sans devenir pour autant fan à ce moment-là. Mais ça a été un premier contact, j'avais trouvé ça plutôt sympa, notamment l'ambiance qu'il y avait en ville. Moi j'ai grandi du côté de Nice. Et après il y a eu l'Euro 2000. Il y a eu l'Euro 2000 et là pour le coup je sais pas, il y a eu un véritable déclic. Et aussi parce qu'il faut reconnaître que je m'étais rendu compte que c'était un bon moyen de se faire des copains à l'école. Moi j'ai eu une scolarité un petit peu compliquée, j'étais un petit peu souffre-douleur à cette époque-là. Et je me suis rendu compte que d'aimer le foot et de partager sa passion pour le football à la récré, bah, ça aidait à se faire des potes. T'as un parcours assez classique, avec un cursus en journalisme, pardon, un passage dans des médias traditionnels, RMC, Eurosport pour ne citer que, jusqu'en 2011 où tu prends un virage un peu plus risqué, tu décides de te lancer sur YouTube en indépendant. Pourquoi ce choix? Premièrement, je dirais parce que c'est un format, la vidéo sur YouTube, qui m'a toujours plu. C'est vrai que moi, dès les débuts de YouTube, j'ai accroché. Vraiment, je me souviens encore des premières vidéos de joueurs du grenier, Cyprien, etc. Et j'avais été très fan et j'avais toujours ça dans un coin de la tête. Je me dis, un jour, faut que je fasse ça. Faut que j'essaye. Je sais pas si ça marchera, mais au moins, je me ferai plaisir et je le tenterai. Voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que bah, professionnellement, j'étais plutôt bien installé. J'étais à Paris, j'avais des piges régulières avec pas mal de médias et essentiellement donc avec RMC Sport pour qui je travaillais en tant que commentateur de matchs de foot. Essentiellement, puis journaliste de façon plus générale, j'ai travaillé aussi sur des reportages, sur des émissions, mais essentiellement, c'était vraiment le commentaire de match. Mais comme c'était une fonction qui justement ne me demandait pas énormément de temps dans la semaine, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour se lancer sur ce projet. J'ai le temps de le faire, j'ai le temps, et en même temps, bah, je gagne déjà ma vie à côté. Je prends pas, d'un point de vue financier, en tout cas, je ne prends pas tant de risques que ça. Ok. Et ensuite, ensuite, ça t'a permis de. Finalement, t'as fait la transition quand tu commençais à gagner un peu sur YouTube. Donc, c'était pas un risque finalement, parce que tu commençais, t'avais déjà t'avais déjà un revenu, t'avais déjà une communauté sur YouTube, et du coup, tu t'es dit que c'était moins risqué de se lancer à ce moment-là. C'est ça, parce que c'est vrai que pendant, allez, on va dire 2 ans, je dirais à peu près, c'était très compliqué de gagner quelque chose Ouais. avec ce que je générais comme vue sur YouTube, même si au final, j'ai eu des bonnes stats assez rapidement sur Ok. YouTube, mais pas forcément de quoi en vivre. Pendant un an, je ne gagnais rien ou
à peine. La deuxième année, je commençais à avoir un petit complément de revenus, c'était sympathique, mais pas de quoi assurer un salaire. Euh, et au bout de 2 ans, là, il commençait à y avoir aussi les premiers sponsors qui sont apparus. Et là, je me suis dit, OK, là, je peux me permettre de faire un choix. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question dans les médias classiques. Tu l'as dit, j'ai bossé pour Eurosport pour leur site web. J'ai travaillé pour RMC Sport pour la télé. J'ai travaillé également à Nice Matin à l'époque en print. J'ai travaillé aussi en radio pour Europe 1 notamment. Donc j'avais fait un petit peu le tour de la question et je crois qu'à ce moment-là, j'étais peut-être aussi un petit peu en quête de liberté. Et c'est vrai qu'après 2 ans sur YouTube à faire tous les sujets que je voulais de la manière que je le voulais, alors évidemment tout en gardant une certaine déontologie journalistique, bien sûr, mais peut-être en mettant un petit peu plus de un petit peu plus de fun, en pouvant varier un petit peu plus les formats, en pouvant se faire un petit peu plus plaisir. Bah, c'est vrai que cette liberté, ça a peut-être remplacé, ça a pris le pas, on va dire, sur le, la notoriété, sur le prestige que pouvaient avoir les médias pour lesquels je travaillais à cette époque-là. Et YouTube, tu t'en lasses pas. YouTube, tu Non, t'en lasses pas. non, On je fait pas le viens de tour du cul. terminer ma 5e année sur YouTube et franchement, je me régale toujours autant, ça évolue de plus en plus. J'ai même une deuxième chaîne maintenant que je développe avec un nouveau format également. Et franchement, c'est un vrai, vrai plaisir. C'est ce que disent d'ailleurs souvent ceux qui vantent les mérites de YouTube. C'est que la différence, par exemple, quand tu travailles sur YouTube plutôt que quand tu travailles bah, pour une chaîne télé, par exemple, c'est que en plus, t'as pas de contraintes d'horaire, t'as pas de contraintes d'horaire à respecter, de timing, de temps, tout ça. Tu peux faire des formats comme tu viens de le dire, tu viens juste de créer enfin, t'as créé une deuxième chaîne secondaire, et sur cette chaîne, tu peux faire en fait ce que tu veux, quoi. T'as pas de contraintes, t'as beaucoup moins de contraintes, t'as plus de liberté, Exactement. des responsabilités Moins aussi, de contraintes. j'imagine. Je dirais pas, il n'y a pas de contraintes, Oui, moins, voilà. parce que Ouais, moins. tu n'as aucune contrainte au début. Les 2 premières années, quand effectivement bah, je gagnais pas grand-chose, j'avais pas encore une grosse communauté, il n'y avait pas une grosse attente quant aux sorties de mes vidéos. Et surtout, il n'y avait pas de sponsors qui te disent il faut que la vidéo soit publiée à cette date-là, parce que nous, on a une campagne publicitaire à cette époque-là, il faut que ce soit maintenant et pas après. Donc maintenant, il y a quand même plus d'obligations. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je prends beaucoup de plaisir avec ma deuxième chaîne qui, elle, est beaucoup plus petite, même si elle commence déjà à très bien performer. Mais du coup, effectivement, j'ai pas encore de sponsor sur cette chaîne-là. Donc je peux me Mm. faire beaucoup plus plaisir, c'est vrai. Là, on peut beaucoup plus varier. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette deuxième chaîne-là. C'est pour justement pouvoir me faire plaisir. C'est vrai que la première chaîne, c'est vraiment professionnalisé. Ça se voit, je pense, aussi au niveau du montage, par exemple. Je veux dire, il y a des personnes qui travaillent en plus sur ces vidéos-là, Mm. dont toi, qui J'en travaillent fais partie. sur ces vidéos-là. Je ne suis pas tout seul, ce sont des véritables productions dorénavant. Alors évidemment, ce pas des productions télé, on fait toujours avec les moyens du bord, Mm. mais quand même. Alors que sur la chaîne secondaire, là par contre, j'essaie de retrouver un petit peu la liberté des débuts, où là, le montage est peut-être un petit peu La plus spontanéité sommaire. des débuts, même. Exactement, c'est beaucoup plus spontané, il y a beaucoup moins de contraintes. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est il y a les algorithmes. Sur la chaîne principale, j'ai une obligation, on va dire, entre guillemets, une obligation de résultat. Donc, j'adapte aussi mon contenu en fonction de ce que l'algorithme aime bien sur C'est ça. YouTube. Alors que sur ma chaîne secondaire, comme là, j'ai juste envie de me faire plaisir. Si la vidéo ne fait pas 20 ou 25 minutes pour faire plaisir à l'algorithme YouTube, je m'en fiche. Si je n'ai que 8 minutes de vidéo à faire sur un sujet, ben je ferai que 8. C'est pas grave. Alors que sur la chaîne principale, je peux beaucoup moins me le permettre. Je voulais revenir sur ta présentation de tout à l'heure. Tu as dit que tu te considérais comme un journaliste, encore un journaliste sportif. Donc, tu te Bien donnes sûr. encore l'étiquette de journaliste, même si tu es sur Ouais, YouTube bien sûr, maintenant. bah, je pense que YouTube, c'est juste un média. Après, tout dépend de ce que t'en fais. Ok. Je pense que c'est aussi simple que ça. Moi, le travail que je fais, c'est exactement le même que ce que je faisais avant. Pour te dire, ma réflexion aussi, au lancement de ma chaîne YouTube, j'écrivais encore pas mal à cette époque-là, je faisais pas que de la télé, et je travaillais notamment pour SoFoot. Je leur faisais des piges par écrit. Et SoFoot a longtemps été ma référence hein, en termes d'écriture, en termes d'originalité, en termes de ton. C'est un média qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, la structure de mes vidéos pendant très longtemps, c'était la même structure,
même si des fois je montre des aspects plus personnels, on va dire, de mon approche, de ma vision du football, mais je resterai toujours dans une démarche d'objectivité. Sinon, je trouve que, je sais pas, en tout cas, moi, je m'y retrouverai pas. Bien sûr, je comprends. Et t'as jamais pensé à collaborer avec aujourd'hui avec des médias? Je sais que ça se fait de plus en plus. Tu sais, cette passerelle entre YouTube et les médias traditionnels. Je pense à Hugo Décrypte. Tu sais qu'il y a un partenariat maintenant avec France Télévisions et ses interviews, elles passent sur France TV maintenant. Tu as pensé à ça? Non, j'y ai pas pensé. Après, je pense que ça, c'est le genre de projets qui se font de la part des médias eux-mêmes. C'est eux Mm. qui s'intéressent à toi en tant que créateur. C'est pas le créateur normalement qui va taper à la porte des gros médias. Moi, de toute façon, les gros médias, j'ai déjà fait le tour et je cherche pas spécialement à travailler avec eux. Après, si un jour un média vient toquer à ma porte, me propose un projet vraiment sympa dans lequel je me retrouve, pourquoi pas, on analysera. Après, peut-être que mes chaînes ne sont pas suffisamment grosses pour les intéresser aussi. Il faut être tout à fait honnête. Je dirais à l'échelle de YouTube, je reste encore allez, une petite moyenne chaîne, pas beaucoup plus, quoi. Oui, oui, mais en termes de contenu, enfin, de production journalistique, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même pas mal. Il y en a pas énormément qui font ça. Les plus gros youtubeurs français, en fait, c'est du divertissement, hein. Je pense à Inoxtag, à Michou, tout C'est ça. vrai. En termes Ouais, bien sûr. C'est vrai que de tu toute vois? façon, c'est vrai que les gens vont sur YouTube pour chercher du divertissement essentiellement. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre aussi un petit peu de divertissement sur certains de mes contenus. Mais en même temps, l'infotainment n'a pas attendu YouTube pour être inventé. Ça a toujours Sur existé. Canal, on C'est s'en juste que ça se souvient. développe de plus en plus, et même sur des médias classiques au Mhm. final. Et pour rester sur les influenceurs, t'en penses quoi des influenceurs qui réalisent des interviews, ce genre de choses? Je pense à Lena Situation notamment, des contenus qui sont habituellement réservés aux journalistes. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Ça fait une variété de contenus, ça fait une variété de tons. Ça permet aussi la pluralité des opinions, parce que même si un journaliste dans une interview ne fait que poser des questions, mais les questions très souvent sont très orientées. Donc c'est bien de pas toujours avoir les mêmes journalistes poser toujours les mêmes questions. Non, je pense que c'est une bonne chose. Mais t'as pas peur qu'à terme la barrière s'efface un peu? C'est-à-dire que des gens pensent que par exemple des personnes comme Lena Situation produisent du contenu journalistique et quand elle va faire des bêtises, on va confondre Lena Situation et le journalisme ou un influenceur et le journalisme. T'as peur que cette barrière entre justement le divertissement, parce que c'est un peu ça les influenceurs, c'est même parfois ils se renvoient la balle, tu m'as invité sur ta chaîne, je t'invite sur la mienne. Il y a un risque, non? Que cette barrière elle s'efface? Je pense quand même que le grand public, même s'il peut être jeune, je pense qu'il sait très bien que Léna Situation n'est pas une journaliste. Léna Situation ne se vend pas comme une journaliste. Moi, je pense pas. Puis en plus, on est sur du format interview. Ce sont des influenceurs qui font parler les autres. Moi, ça me choque pas. Du moment qu'on parle pas d'influenceurs qui donnent de l'information, comme ça aurait pu être le cas, par exemple, durant le Covid. Tu vois, là, par exemple, ça pourrait être beaucoup plus gênant. Là, il peut y avoir un souci. Là, dans le cas que tu me donnes, je vois pas trop de soucis, hein, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait spécialement Ok. de risque. En tout cas, j'ai pas plus réfléchi que ça avant que tu me poses la question, mais là, comme ça, Ouais. Non, mais je soulevais une interrogation, ça hein. me dérange pas. Après, de toute façon, la profession de journaliste, faut dire ce qui est, c'est une profession qui a tendance un petit peu à se confondre de plus en plus avec ce qui se crée sur les réseaux sociaux. Ça fait quand même pas mal d'années dorénavant. D'ailleurs, on le voit sur Elon Musk lui-même qui promeut de plus en plus le journalisme citoyen. Hmm. Voilà, devenez votre propre média. Ça se fait de plus en plus, et je pense que c'est peut-être bien aussi de la part des grands médias d'en profiter pour peut-être se remettre en question. Peut-être de se dire, mais s'il y a autant de gens qui remettent en question les journalistes, c'est vrai que c'est pas une profession très appréciée, hein, et pas que en France, hein. S'il y a autant ce besoin pour des médias alternatifs, c'est peut-être que ce qu'on propose dans les médias classiques ne convient pas ou ne convient plus. Donc après, je pense qu'il y a déjà cette remise en question, hein. Je pense qu'il y en a qui s'ouvrent de plus en plus euh, à des formats beaucoup plus originaux et beaucoup plus dans l'air du temps. Là, j'ai vu qu'il y avait Élise Lucet qui s'était lancée sur YouTube, par exemple. Voilà, hein, Sponsorisé par... je pense que Enfin, pas sponsorisé, mais c'est Squeezie qui est le parrain de sa chaîne.
Oui, j'ai vu qu'il y Donc, avait des ouais. vidéos avec Squeezie, Ouais, ouais, Squeezie effectivement. et le parrain de sa chaîne. Elle a bien de la chance. Elle a bien de la Ah, chance. c'est vrai que c'est pas mal Ça hein, aide. pour se faire connaître sur YouTube, pour se faire valider. C'est comme à l'époque Samuel Etienne quand il se lance sur Twitch. Il est littéralement poussé par tous les gros streamers de la plateforme. Ouais. Voilà, c'est sûr que ça aide beaucoup. Les relations, ça aide partout de toute façon. Euh, Ah, ça. tu le disais tout récemment, tu t'es installé au Japon. Ouais. Merci YouTube en quelque sorte, hein, parce que je pense que si tu travaillais dans une rédaction, Ouais. t'aurais pas forcément eu la liberté de... Enfin, t'aurais pas eu la Ah, c'est liberté de sûr pouvoir que non. t'installer comme ça au Japon et continuer à travailler quand même. Cette transition de la France au Japon, comment est-ce que tu l'as vécue? De manière très inattendue, mais en même temps très naturelle. Elle s'est faite parce que j'ai rencontré ma femme à Paris, mais qui est franco-japonaise. Euh, on avait cette opportunité d'aller au Japon pour une année. On a, on s'est dit, allez, pourquoi pas? Ça peut nous donner une bonne expérience. Avant peut-être de rentrer plutôt à Nice. Moi, c'était plutôt ça mon projet à l'époque, rentrer à Nice, s'installer tranquillement. Projet plus Et au d'actualité? final, au bout Plus de... d'actualité. Comment? Le projet est plus d'actualité? De rentrer à Non, Nice et non, 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 c'est... plus du tout. T'as posé Plus du tout. les valises et Plus du tout. elle dit reste. Non, j'adore Nice, hein, franchement, c'est une ville absolument magnifique. Mais il y a une qualité de vie ici qui est absolument incomparable. Et c'est vrai qu'au bout de 2 3 mois, je me suis rendu compte que c'était plutôt ici que j'envisageais la suite de ma vie. J'envisageais de fonder une famille, notamment. C'est vrai que bah, j'arrive à un âge où c'est plutôt ce genre de préoccupations hein, qui me viennent à l'esprit quand je fais un choix de vie. Peut-être que si j'avais 20 ans, ça aurait été différent. Qu'est-ce que tu entends par Mais qualité de vie? là, ouf, le vaste sujet. Il y a beaucoup de choses ici qui sont moins chères qu'en France, par exemple. C'est assez fou, hein, mais je te donne un exemple, les restaurants, ça n'a rien à voir. Au Japon, C'est-à-dire la vie que au Japon ici, si tu payes 10 euros par personne ton est pas chère. restaurant, c'est déjà un petit peu cher. Bon bah... Pourtant, on n'est pas en Thaïlande, on n'est pas dans un pays du tiers-monde ou quoi que ce Ouais. soit. Allô Mais maman, là, 10 euros, je ah m'installe ouais, au quand Japon même. moi. C'est bon, je m'installe au Japon également. Moins de Après, 10 évidemment, il y a euros. des restaurants de luxe Ouais, bien qui sûr. sont bien plus chers et qui n'ont rien à envier à des restaurants de Paris, hein, bien sûr, mais globalement, pour sortir, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Le logement, à part si tu es évidemment dans les quartiers de Tokyo, évidemment, moi je me suis Mais... installé maintenant dans une ville, dans la région, dans une région à côté. Hmm, Alors on a acheté une maison, le prix n'a rien à voir. ok. À prix équivalent, j'aurais eu peut-être un deux pièces ici, j'ai une maison. Ok. Voilà. Tu suis un peu ce qui se passe Euh, en... Tu suis un peu ce qui se passe en France quand même? Au niveau de la politique? Bien sûr. Oui, bah, quand on voit toutes les propositions de loi pour des nouvelles taxes, des nouvelles Ouais. taxes, des nouvelles taxes, et je me dis, bon, Elle est bien ma maison. Après, il y a aussi un contexte qui est extrêmement favorable pour moi à l'heure actuelle, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, on est dans une période où le yen est très bas. C'est-à-dire que, par exemple, là, je t'ai dit, par exemple, le prix de ma maison aurait été beaucoup plus important, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. J'aurais peut-être payé 50 000, 80 000 euros de plus, je sais pas. Oui, parce qu'il Donc y a la c'est vrai que conversion là, euro vraiment... en euro-yen. Et donc tu et te... oui, et comme avec YouTube, pour l'instant, je suis toujours payé en euros, je suis vraiment, vraiment gagnant. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Mais après, il y a une qualité de vie qui est assez exceptionnelle, dans le sens où vraiment, il y a une propreté dans les rues que je ne retrouve plus en France, Hmm. malheureusement. À Il y Monaco a un peut-être niveau de sécurité. Oui, bah, oui, si on devait comparer le Japon, ça se comparait peut-être avec Monaco, mais sans le côté bling bling riche que tu peux retrouver. Il y a un côté même populaire au Japon que j'apprécie beaucoup. T'as une sécurité qui est incroyable. C'est-à-dire que ici, t'es une femme, tu peux sortir en mini-jupe, rentrer de boîte à 4 heures du matin, en marchant à pied dans une petite rue. Bah, il y a, je vais pas quasi, dire qu'il y quasi a aucun aucune. risque, Ouais. mais on n'est pas loin du risque zéro ici. Voilà. Ça, c'est pareil. Quand tu penses à avoir des enfants, bah, la sécurité, forcément, c'est quelque chose qui te préoccupe pas Ouais. mal. Euh, Puis, il y a un respect ici, il y a un calme. Je trouve que, sans dire que les Japonais sont absolument géniaux, que ce sont des êtres parfaits, bien évidemment, mais je trouve qu'il y a une plus grosse conscience du bien commun, du bien-être commun. Peut-être moins individualiste, on cherche un petit peu plus
le bien commun, on cherche l'harmonie. Voilà, c'est surtout ça. On cherche l'harmonie, j'ai l'impression, au Japon. Et ça, c'est quelque chose aussi que je retrouve pas spécialement en France et qui me fait beaucoup de bien ici. Qui est ancré, c'est quelque chose, je pense, qui est ancré dans la culture japonaise. Moi, c'est aussi pour ça que l'harmonie, les croyances japonaises, je pense que ça vient Ouais. de là. Parlons un peu du foot, mais du Japon toujours. Au Japon, est-ce que les Japonais parlent un peu de foot ou c'est pas du tout un sport qui est suivi, commenté, retranscrit même à la télé voilà, comment ça se passe? C'est un sport qui devient extrêmement populaire. Ils ont eu une première vague à partir de la Coupe du Monde 2002. D'ailleurs, c'est marrant parce que vraiment, je le vois dans les références des Japonais avec qui je discute et qui ont au moins une trentaine d'années, par exemple. Leurs idoles, c'est Zidane, c'est Totti, c'est Ronaldo le Brésilien. C'est vraiment les stars de fin 90, début des années 2000. Vraiment, tu vas t'as beaucoup de boutiques aussi hein, de football, que ce soit d'équipements, que ce soit de maillots de foot rétro, de choses comme ça. Et tu vois beaucoup d'affiches Milan AC 2006, des trucs comme ça. Voilà, ils ont été assez marqués à cette époque-là. Et là, il y a un nouvel essor, je dirais, ces dernières années, parce qu'ils forment de plus en plus de très bons joueurs, des Takefusa Kubo, des Kaoru Mitoma. Il n'y a pas si longtemps, on en avait encore Keisuke Honda, par Ouais, exemple. ouais c'est ça, j'allais Et dire. Pardon, je te coupe juste. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, j'allais dire en fait, j'ai plus le nom d'un joueur japonais, mais je sais c'est pas au début des années 2000, il y a eu un très bon joueur japonais, non? Je sais plus, j'ai plus son nom, comment Oui, il s'appelait? tu avais Hidetoshi Ah, Nakata. c'est ça, voilà. C'était vraiment Nakata, voilà, la star exactement. japonaise Je me souviens. à l'époque, qui jouait en Serie A en plus, qui était le meilleur championnat du monde. Donc, ouais, Nakata, énorme star, bien Ok. sûr. Mais oui, comme maintenant, les joueurs japonais s'exportent de mieux en mieux. Donc, et qu'ici, il y a quand même un nationalisme assez fort. Et c'est vrai qu'ils sont très fiers hein, de voir des Japonais réussir en Première Ligue, par exemple, ou en Liga. Et bah, moi, je le vois ici, j'ai un abonnement d'Azone Japon. Et bah, il y a tous les championnats où il y a un Japonais, bah, ils achètent les droits du championnat. Donc moi, du coup, je peux voir absolument tous les matchs. Alors évidemment, je les regarde en replay le lendemain matin parce que moi, regarder des matchs à 4 heures du matin, non merci. Mais par contre, ouais, j'ai même la Ligue des Nations, je l'ai. Pourtant, il n'y a pas de Japonais. Mais non, non, ils sont assez férus de football. Et aussi en termes de mode, c'est un petit phénomène. Ils aiment beaucoup les maillots vintage. Je sais que moi j'aime bien, je suis un peu collectionneur de maillots et quand je mets des maillots d'époque, j'ai souvent des remarques de personnes. Ah, très beau le maillot, stylé, tout ça. Donc, non, non, et c'est vrai que en parallèle de cette montée en popularité du football au Japon, tu as aussi une baisse de popularité des sports plus traditionnels au Japon, c'est-à-dire le Ok. baseball. Le baseball, le sumo également, ce sont des sports qui sont extrêmement populaires au Japon. Ils le deviennent de moins en moins et ça au détriment du foot, ouais. Je voulais savoir où tu te voyais toi et ta chaîne. Je fais la distinction dans 5 ans. Je fais la distinction entre toi et ta chaîne, parce que tu peux très bien faire autre chose. Je sais pas, tu Ok. parlais de voilà, fonder une famille, donc peut-être que tu vas réduire le rythme. Voilà, dans 5 ans, tu te vois où? Je sais que Je c'est une me question vois difficile. faire la même chose avec juste un enfant ou deux en plus, mais je pense que mon travail ne changera pas. Réduire le rythme, je sais pas, on verra. Oui, peut-être que avec les responsabilités d'un parent et avec l'âge aussi, peut-être. Mais après, je trouve que là, moi, j'ai un peu le syndrome de Vinci, c'est-à-dire j'ai un peu cette tendance à vouloir tenter beaucoup de choses, à m'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est vrai que déjà maintenant, j'ai tendance un petit peu à réduire. À une époque, je m'étais lancé sur Twitch, par exemple. Je faisais beaucoup de live, je faisais beaucoup de best of the live, tout ça. Je m'étais un petit peu éparpillé à un moment donné, mais tant mieux, ça a été de très très bonnes expériences, ça m'a ouvert des portes, j'ai pu travailler avec d'autres médias grâce à ça, avec notamment avec la LFP, hein, j'ai eu la chance de créer et d'animer. Vraiment, ils m'ont donné carte blanche pour une émission sur Twitch quand ils ont lancé leur chaîne Twitch. Ça a été une expérience incroyable. On a fait ça pendant plus de 2 ans, je crois, à peu près, avec une émission qui s'appelait League of Legends. Voilà, ça, c'est des expériences absolument incroyables qui m'ont été permises grâce à Twitch, notamment. Donc, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu, en fait, ce besoin de me recentrer
et de trouver un meilleur équilibre. Après, on verra. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine liberté, mais il y a aussi des obligations. Ça reste un travail. Les gens ont des attentes. YouTube a des attentes vis-à-vis de son algorithme. Donc, faut aussi s'imposer certaines choses, quoi, une certaine rigueur. Bah, quand tu me dis que t'es un peu touche à tout, que t'aimes plein de choses, enfin, je comprends mieux pourquoi est-ce que t'aimes autant YouTube. Parce que l'avantage de YouTube, c'est que tu peux en fait, tu peux mettre en avant et montrer à des gens ta passion. Filmer ta passion, donc là c'est le Mm. foot, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Je sais Ouais. si du jour au lendemain tu décides de montrer, je sais pas, t'as peut-être une autre passion que le football et d'en parler, ça peut être, je dis un truc débile, mais la cuisine par exemple, et que tu décides de faire des Ouais, recettes bien de sûr. cuisine, il y a quand même un monde dans lequel les gens continuent à te suivre et aiment bien ce que tu fais. Après, il y a toujours le risque, voilà, il faut plaire, il faut que ça plaise à ceux qui t'écoutent, Bien sûr. à tes auditeurs, tout ça. Oui, c'est pas impossible. Mais Par c'est l'avantage de exemple, j'ai YouTube, envie de quoi. réduire un petit peu le foot. Peut-être Parler je de te dis une tennis, bêtise, ouais, de mais... stopper une de mes deux chaînes actuelles et d'en lancer une nouvelle sur une thématique totalement différente, juste pour me faire plaisir. Ouais, c'est totalement possible. À l'heure actuelle, je l'envisage pas Hmm. parce il y a pas une autre thématique où vraiment j'ai cette passion et où je me sens réellement légitime pour réellement créer du contenu régulièrement dessus. Mais c'est pas totalement exclu, oui. Tu me dis, avec un horizon de 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. S'il y a 5 ans, on m'avait dit que j'en serais exactement là aujourd'hui, que j'aurais deux chaînes qui marchent bien, des réseaux sociaux qui marchent bien, que je vivrais au Japon, que je serais marié, oula, Panique à bord. ça relevait de la fiction Panique à à cette bord. époque-là. Ouais, tu m'étonnes. Je vais terminer sur une petite question un peu sympa et un petit jeu si tu veux bien. Ok. Bon, t'es quand même t'es quelqu'un sur YouTube en termes d'analyse footballistique, comme tu le dis, t'as une certaine légitimité. Et moi, je veux que tu me dises, je veux savoir, pour toi, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Messi ou c'est Ronaldo? Cette Mais je question, voulais te la elle me poser. fait très mal au cœur, mais parce que moi, je suis un immense fan de Ronaldo. Vraiment, j'ai suivi sa carrière, mais quasiment dès le premier jour, hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'étais au lycée encore à cette époque-là. J'étais au lycée et je montrais à tout le monde les premiers buts et les premières vidéos de Ronaldo en disant, mais ce mec-là, il est trop fort, c'est le futur, il gagnera au moins un ballon d'or. Vous allez voir, vous allez voir. Et on me disait, ouais, ouais, d'accord, on a compris avec ton portugais, parce que moi je suis d'origine portugaise. Et bon, et ce mec-là bah, m'a donné des émotions absolument incroyables tout au long de sa carrière. C'était assez fou. Mais après, si on est objectif, on va dire que d'un point de vue accomplissement, d'un point de vue palmarès, Messi est au-dessus. Ok. Bah, ça Voilà. rejoint l'objectivité dont tu parlais tout à l'heure, hein. Ça rejoint Ouais. cette Ouais. objectivité-là. Tu dis très clairement que le cœur est pour Ronaldo, le cœur penche pour Ronaldo, mais objectivement, Messi a accompli plus de choses peut-être que Ronaldo, quoi. Même si Ronaldo Exactement. reste un. Après, on peut préférer l'un, on peut préférer l'autre. Il y a une question de style. Ce sont Oui. deux personnages assez Et c'est bien, différents, ils se complètent d'ailleurs. des personnalités assez différentes. Chacun aura sa préférence. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec toutes ces guéguerres qu'on voit aussi Hmm. sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été un grand fan de Ronaldo, mais j'ai jamais été un anti-Messi. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu Messi faire ses premières sorties avec Barcelone, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Je me suis dit, mais c'est exceptionnel aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer Léo Messi également. Je trouve que c'est un joueur absolument extraordinaire. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on ait Qu'on les oppose. polarisé Hmm. le débat à ce point et que ce soit presque interdit d'aimer l'un et pas l'autre. Tu vois, mais bah si, en fait, les deux sont très bien. J'ai une préférence, voilà, quoi. Hmm. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, oui, non, comme je le disais, effectivement, faut savoir être objectif. Les faits sont là, en fait. C'est juste factuel. Il y en a un qui a plus de ballons d'or. Il y en a un qui a gagné la Coupe du Monde et pas l'autre. Bah, voilà, c'est comme ça. Après, on pourra dire, oui, mais Ronaldo, il a gagné plus de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il y aura toujours, pour certains, il y aura toujours un débat. Et ok, mais s'il est là et Ronaldo, il est juste là, Hmm. il y a rien de honteux. C'est comme ça, quoi. Je pense que c'est. Je dis pas que c'est inhérent au foot, mais quand il y a cette passion qui est en jeu, on a tendance quand même à. Voilà, si on aime tellement un joueur, on aime tellement un club, qu'on finit par détester le club rival, le joueur rival. Messi, qu'on le veuille ou non, c'est le rival de Ronaldo et inversement. Bien sûr.
Et puis Je pense c'était que c'est drôle pour à ça. suivre. Je pense Puis que c'est pour je ça. pense aussi Mais que les deux se sont nourris de cette rivalité. Je pense que si ces deux-là avaient été tout seuls, tu vois, s'ils n'avaient pas eu cette rivalité, peut-être qu'ils n'auraient pas poussé cette quête de la performance à ce point-là. Peut-être qu'on n'aurait jamais vu un Messi à 90 buts dans la saison. Tu vois? Peut-être qu'on n'aurait jamais eu un tel record. c'est vrai. Peut-être qu'on n'aurait jamais vu Ronaldo porter son équipe 3 saisons de suite pour gagner de la Ligue des Champions. C'est absurde en fait ce qui s'est passé. On a assisté vraiment à un combat de titans. Donc soyons-en plutôt contents. Et c'est trop cool parce Mm. qu'en fait, nos parents ont plutôt grandi avec Platini ou allez, Maradona. Nos grands-parents avec Pelé. Nous, on a eu Messi et Et ouais, en Ronaldo même temps, en ouais. même On s'en rend temps. pas compte. Ouais. Tu vois, on a eu un combat absolument exceptionnel. On a eu le droit au très grand Barça, on a eu droit à un très grand Manchester United, on a eu droit à un très grand Real Madrid. Franchement, enfin, c'était génial à suivre. Et d'ailleurs, je commence déjà à le sentir. Ils ont même pas encore terminé. On sent qu'il y a déjà de la nostalgie quand on parle d'eux sur les réseaux. Omar Da Fonseca a Je suis curieux. raconté leur rivalité là dans un vibrant hommage. Je sais pas si j'ai vu pas mal d'extraits circuler sur TikTok. Super beau, je pense que je le mettrai Ouais. dans la vidéo. Oui, Ok. effectivement, on en parle avec. Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je te l'enverrai si tu Non, veux. je l'ai pas vu. C'est super beau. Il parle de la rivalité. Il rejoint un peu ce que tu dis en fait. Dans le sens où il ne faut pas les Mais tu vois, opposer. par exemple, Omar mais- Da Fonseca, qui je trouve est une personnalité extrêmement sympathique, et je n'ai rien contre lui en tant que personne. Mais pour revenir à ton débat sur les influenceurs ne risquent-ils pas de faire mal à la profession journalistique, je trouve qu'Omar Da Fonseca en a fait beaucoup plus de mal Ok. à la profession journalistique ces 10 dernières années. Parce que lui, il travaille pour un média officiel. Alors, après, il travaille en tant que consultant, qui est un rôle différent de celui de journaliste. Donc techniquement, il était dans son droit de le faire. Mais le problème, c'est que cette nuance du journaliste et du consultant, le grand public ne la fait pas. Je pense que le grand public fait beaucoup plus facilement Complètement. la différence entre un journaliste et un influenceur type Lena Situation qu'un journaliste et un consultant. Pour moi, un consultant devrait être tenu à beaucoup plus de neutralité dans les propos. Or, Omar Da Fonseca a toujours été extrêmement partisan, que ce soit dans les équipes qu'il préfère, que ce soit dans les joueurs qu'il préfère, que ce soit dans la vision du football qu'il préfère, ce qui a du coup impacté directement son analyse. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est pas le problème. Je dis pas que ce qu'il dit était faux ou pas bon. Mais par contre, c'était beaucoup trop partisan. Ça, d'un point de vue journalistique, ça m'importe plus que Lena Situation qui fait des interviews sur son propre média. Ouais, je comprends. Je comprends, je te rejoins. Hein. C'est vrai que c'est un très 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 grand fan de Messi, hein, je crois, Da Fonseca. Mais parce qu'il est argentin Ah oui, aussi. oui. Il est Ah, il est argentin. argentin, hein, Ouais. Comme toi, t'es ça- portugais, mais ça- regarde. ça Mais s'entend. voilà, justement, c'est un bon exemple. Toi, t'es portugais et tu supportes Ronaldo, mais malgré tout, t'as réussi à rester à peu près neutre. Et lui, qui supporte Messi, n'a pas fait. Mais c'est un choix, c'est son choix à lui. Hein. De toute façon, il l'a toujours assumé. Mais Oui. voilà. Ouais, je comprends. Mm. C'est un point de vue qui se défend. Ah, oui. Donc, on va finir sur le petit jeu que je voulais te proposer. Je vais te donner une liste Ok. de joueurs et tu vas les ranger dans 3 cases. Avec au sommet la case légende, ensuite Très suivi bien. de la case phénomène, et enfin on a la D'accord. case très bons joueurs. Donc c'est vraiment des très bons joueurs, mais tu vas pouvoir les classer. Je vais commencer avec celui sur lequel tu as fait ta dernière vidéo, enfin qui n'est pas encore sortie, mais Zidane. Ok. Zinedine Zidane. Tu le mets en légende, en phénomène ou en très bon joueur? Légende, sans débat possible. Même si évidemment, dans ma prochaine vidéo sur le sujet, il y aura pas mal de nuances que j'apporte dans ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire au final sur la carrière de Zidane, si on est assez factuel. Mais globalement, oui, bien sûr qu'on est sur une légende du football, bien sûr. Pour compléter ce que tu viens de dire, je mettrai le lien de ta vidéo pour en savoir un peu plus justement sur. Est-ce que Zinedine Zidane, est-ce que Zinedine Zidane était un joueur surcoté, c'est ça? Ouais, Voilà. parce que il y a pas si longtemps, j'avais posé la question sur Twitter. Est-ce qu'il y a des joueurs du passé qui vous semblent un peu surcotés aujourd'hui avec le temps? Et il y a eu énormément de réponses. Zidane, je m'y attendais pas. Vraiment, sincèrement, de base, je me dis, mais hein? On oublie, c'est la nouvelle génération qui préfère ces joueurs, mais Il y a de ça, mais en fait, c'est vrai que quand du coup, je me suis posé sur la question, j'ai refait toutes mes recherches et je suis sorti un petit peu de mes souvenirs et que je me suis replongé vraiment dans l'analyse de sa carrière point par point,
bah, même si les gens qui balancent Zidane comme ça, peut-être ne pensent pas à tout ça, mais en vrai, ouais, il y a quand même des choses à redire, tu vois. On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc même si, ok, c'est surprenant, mais si autant de gens qui disent que Zidane est surcoté, tu vois, au début, ça t'a paru un peu bizarre, mais quand tu t'es Ouais, penché sur la question, finalement, tu t'es rendu compte que c'était plus compliqué que ça en avait l'air, finalement. c'est ça. Bon, Zidane, légende. Suivi d'un autre Français, Antoine Griezmann. Griezmann, si on parle du football français, c'est une légende. Si on parle sur l'histoire du football, je pense que son impact est moindre. Après, le terme de phénomène, enfin, les Hmm. termes sont assez vastes, donc je sais Ouais, pas. ouais, Phénomène, moi j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur qui a juste un certain talent, mais qui n'a pas fait grand-chose. Dans ces cas-là, j'ai les envie de te termes sont dire, pas. bah, Ouais. je mets quand même légende Antoine Griezmann, mais je précise plus légende du football français, quoi. Ok, ok. Et de Euh, l'Atlético Madrid. Buffon. Buffon. Buffon, Ouais, bon, légende absolue. ok. Légende absolue, Eden bien sûr. Hazard. Phénomène, mais pas tant une légende que ça. Ah, Chez les son Belges, il va passage laisser en une première trace. ligue est quand Ouais. même, a quand même un côté légendaire. Je vais pas le nier, mais pareil, c'est un grand talent qui a marqué une époque. Ça c'est sûr. Mais au final, tu vois, c'est quelqu'un qui individuellement bah, n'a pas été chercher de ballon d'or. Hmm. Il a une Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais sans avoir de Sans avoir rôle joué. dans cette conquête. Avec Chelsea, le titre européen qui gagne, c'est l'Europa League. Tu vois, je peux pas le mettre au même niveau qu'un Zidane, par exemple, qui t'a fait gagner une Coupe du Monde. Coupe Neymar. du Monde, une Ligue des Champions. Neymar, tu le mets Ah, dans quelle case? ah. Neymar, c'est un cas très Ouais, particulier. il en a pas fait. Enfin, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, mais il aurait pu faire mieux encore, quoi. C'est difficile de dire C'est ça, mais il ça. aurait pu faire mieux, en fait. Pourtant, ce qu'il a fait, c'est Ouais, déjà en fait, extraordinaire. C'est c'est difficile. un peu compliqué de te répondre. Je comprends. Euh, j'ai beaucoup de mal en fait avec, avec les cases que tu me donnes parce que j'ai besoin de tellement nuancer Ouais. sur des profils pareils. Neymar, c'est un talent absolument exceptionnel. C'est incroyable et c'est pour ça qu'il a autant de fans et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui lui pardonnent tous ses côtés, tous ses mauvais côtés du extra sportif. Hein, c'est quelqu'un aussi qui a des accomplissements. Quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, qui a eu un véritable rôle dans cette conquête de la Ligue des Champions, qui a fait partie d'une équipe légendaire, hein, le Barça de Luis Enrique avec la fameuse MSN, c'était quand même quelque chose. Il a gagné les Jeux Olympiques, même si en football, c'est pas le titre le plus important, mais tout de même, il a gagné pas mal de trophées nationaux, que ce soit avec Barcelone, que ce soit avec Santos, avec le PSG, évidemment. Il a eu un impact énorme sur la Ligue 1. Mais après, c'est aussi au final quelqu'un qui a énormément déçu. C'est quelqu'un qui n'a pas été aussi haut qu'il le devait par rapport à son talent, par rapport aux opportunités qu'il a eues dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop préféré s'amuser, qui n'a pas voulu faire, je pense, mais qui n'a pas voulu faire les efforts pour devenir une légende absolument, une légende absolue. Voilà. Peut-être que c'est parce qu'il a aussi tout eu trop vite. Neymar, c'est le mec qui a eu tout ce qu'il voulait. L'argent, la célébrité, le talent, il avait tout. Il est même, en plus, il est beau gosse, ça joue aussi. Le gars, il est beau gosse, il est riche, il est super fort au foot. C'était un talent fou. Euh, on en trouve très peu, hein, des mecs comme Neymar, même presque pas en fait, hein, quand on regarde. Mais Après, tout trop vite. après, quelque part, nous, en tant qu'observateurs du football, on a toujours tendance à penser qu'un joueur, sa destinée, c'est d'être toujours au maximum de son potentiel et d'accomplir les plus grandes choses possibles, voire même plus que ce que son potentiel de départ lui prédisait. Et c'est vrai que quand justement on a assisté à la bataille de titans entre Messi et Ronaldo qui n'ont fait que repousser leurs limites alors que eux aussi très vite ont tout gagné, ont tout eu, l'argent, la célébrité, les titres, les ballons d'or, tout ce que tu veux. Et pourtant tu les vois encore aujourd'hui, ils essayent encore de creuser encore un petit peu plus leur record pour être sûr que personne derrière eux vienne les battre trop rapidement. Euh, On a cette impression que tous les joueurs ont cette envie-là, mais en fait il y a énormément de joueurs qui ont juste envie d'avoir un bon équilibre, qui ont envie d'avoir un équilibre entre ce que leur talent naturel leur permet, les opportunités qu'ils ont avec leur talent, l'argent qu'ils arrivent à gagner,
Et après, ils ont envie juste d'en profiter. Et après, Neymar, en plus, il a cette culture très brésilienne. J'ai vécu au Brésil, hein, donc je sais un petit peu de quoi je parle, sans dire que je maîtrise ce pays. Mais en fait, la vie de Neymar, elle est très typique brésilienne. Mm. C'est presque une caricature du Brésilien, en Ouais. quelque sorte. Ronaldinho, Donc, c'était je pareil. suis pas si étonné. Ouais, C'était pareil, mais Ronaldinho. Ronaldinho, c'était pareil. Mm. Ronaldo également, c'était la Ouais. même chose, hein. R9, bon, lui, il a eu les blessures, les très grosses blessures en Ouais. plus, mais Attends, pareil, mais c'est quelqu'un qui aimait énormément faire la fête. Voilà, récemment, il y a un Brésilien là quelque qui. part, c'est pas étonnant. Récemment, il y a un Brésilien là qui a pris la parole dans une lettre. J'ai plus son nom. Parce il est tombé justement dans le. Ah, j'ai plus son nom. Un Brésilien. Adriano? Adriano, voilà, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Ça illustre Alors lui, parfaitement. c'est Ah, encore un cas différent. très différent. C'est très très différent. C'est-à-dire que moi, Adriano, je l'ai connu, enfin connu, pas personnellement, hein, évidemment. Je l'ai vu jouer. Je J'ai parle le connu cette brésilien époque-là. maintenant. Ouais, 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 non, mais il est exceptionnel. Franchement, il était exceptionnel. C'était vraiment, il avait tout. Il avait tout. Le mec était grand, il était costaud, il était rapide, il était ultra technique. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ce mec-là aurait pu marcher sur le football pendant 20 ans. Vraiment, c'était dingue. C'était absolument dingue. Mais c'est quelqu'un qui était très attaché, bah, au mode de vie brésilien et au mode de vie de la favela. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, parce que quand tu deviens riche, célèbre, que tu peux t'acheter des villas absolument somptueuses dans des Mm. quartiers parfaits. Bah, lui adorait rentrer dans sa favela. Il était très 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 attaché à cette communauté. Premier point. Et deuxième point, c'est surtout la mort de son père qui l'a fait tomber dans une dépression très sévère et il ne s'en est jamais réellement remis. Ouais, c'est Voilà. encore autre chose, Donc effectivement. la combinaison de ces deux faits ont fait que il n'a plus réussi à répondre aux exigences du football professionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a encore parlé. Il disait qu'il avait même encore des problèmes d'alcool par Mm. rapport à ça, tout ça. Mais Effectivement. Adriano, c'était quelque chose, hein.